Bonjour à tous, je suis Laurent Rousseau, je suis senior sales ingénieur chez Acronis et je vais avoir le plaisir de vous présenter la solution Acronis Backup 12.5 Advanced. C'est le second webinaire qu'on propose autour de cette solution. Le premier était un peu plus orienté autour des partenaires. Là, on va effectivement adresser le produit de manière plus large. Et donc, on va pour cela voir à la fois les nouvelles fonctionnalités du produit Acronis Backup 12.5 Advanced. Déjà, vous expliquer préalablement pourquoi le produit a évolué je dirais, a changé de nom. Si vous avez suivi le programme bêta, vous avez testé la version Acronis Backup 12 Advanced. Et quand on sort le produit, il passe en Acronis Backup 12.5 Advanced. Une raison toute simple, si vous connaissez un peu la gamme Acronis depuis les versions Acronis Backup 11, Acronis Backup 11.5, 11.7, vous savez qu'on a une version, je vais appeler ça standard, mais la version Acronis Backup et puis la version Acronis Backup Advanced. Historiquement, la version standard était plutôt dédiée à des environnements standalone et la version Advanced à des environnements un peu plus importants où il y avait besoin d'une console centralisée. On a sorti l'été dernier la version Acronis Backup 12 qui nous permettait effectivement d'avoir accès à la console web et un certain nombre de nouvelles fonctionnalités comme la sauvegarde Office 365 et des périphériques mobiles. Mais néanmoins, effectivement, la version Advanced, qui apportait beaucoup plus de nouvelles fonctionnalités que je vais vous présenter aujourd'hui, a été légèrement décalée dans le temps. Et l'objectif, effectivement, qu'on avait, à la différence de l'année dernière avec les versions précédentes où on avait plusieurs produits au catalogue, bah, c'est d'uniformiser la gamme avec un seul et même produit, un seul et même binaire, donc les mêmes niveaux de fonctionnalité pour les fonctionnalités disponibles, bien entendu, entre la version standard et la version Advanced. Et donc, c'est pour ça, effectivement, qu'on a préféré renommer le produit Acronis Backup 12.5. Il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités par rapport à la version 12 qui était sortie l'année dernière. Donc, c'est pour ça qu'il y a une certaine logique à ce niveau-là. Nous, on va voir tout cela au long je dirais, de la présentation. Donc, quelques chiffres rapides sur Acronis. Hein, ça fait maintenant plus d'une quinzaine d'années que l'on est spécialisé dans la protection de la donnée. Si on remonte il y a 15 ans, quand on voulait effectivement effectuer les sauvegardes de machines physiques, bah, il fallait effectivement utiliser du Ghost qui fonctionnait sous DOS, donc d'arrêter la machine, de la redémarrer sous DOS et de pouvoir effectuer une sauvegarde qui soit cohérente à la restauration. Et donc, Acronis s'est développé suite au dépôt d'un brevet d'une solution Snap API qui permettait de faire une image de la machine, donc ce qu'on appelle plus communément maintenant un snapshot. Et donc, on est resté sur ce cœur de métier, imager une machine complète pour pouvoir la restaurer, et puis on l'a effectivement enrichi des fonctionnalités de disaster recovery, du support d'environnement virtuel, avoir la capacité de restaurer sur des matériels différents avec Universal Restore. Donc, plein de fonctionnalités additionnelles qui sont venues se greffer. On y a rajouté du déploiement, du partage, synchronisation de fichiers. Donc, c'est vrai qu'on va voir que l'offre c'est considérablement enrichi. Mais le cœur de la problématique reste toujours le même, apporter des solutions de sécurisation de la donnée pour pouvoir repartir le plus vite possible avec le minimum de pertes. Donc travailler sur les fameux RTO, RPO, de manière à pouvoir le faire le plus simplement possible. Et on va voir qu'avec cette version 12.5, on est très très clairement dans cet axe d'aide à nos clients et à nos partenaires, parce que non seulement on va travailler avec une solution de sauvegarde éprouvée, mais on va surtout rajouter un grand nombre de fonctionnalités autour de la protection contre les ransomware, des modes de restauration extrêmement rapides pour pouvoir limiter les interruptions de service. Donc, toutes ces choses-là qui sont intéressantes. Donc, je passe sur les chiffres. Effectivement, ça fait 15 ans qu'on fait de la sauvegarde, donc on a un grand nombre de clients qui utilisent nos solutions, que ça aille du particulier avec la solution Acronis TrueImage jusqu'aux hébergeurs avec les solutions autour de vCloud Director par exemple ou les solutions Acronis Backup Cloud.
Une répartition mondiale, hein, vous avez effectivement quelques clients connus et reconnus qu'on peut effectivement indiquer sur ces slides, mais comme vous pouvez le voir en bas également, on va avoir ici la possibilité effectivement d'avoir une solution qui est extrêmement souple, qui va permettre de répondre également aux besoins des structures plus petites qui ont la même problématique de criticité des données, pas forcément la même infrastructure informatique. Donc, je vais passer vite sur ce slide sur la partie Award. Bon, je suis passé un peu vite quand même. Sur la partie Award, vous voyez que c'est des awards qui datent de l'année dernière et de cette année, donc extrêmement récents en ce qui concerne la reconnaissance de nos produits. Ce qui est surtout intéressant, c'est ce qu'on peut retrouver en bas à gauche. Vous pouvez voir effectivement qu'on investit énormément sur la partie recherche et développement, tout simplement parce qu'on a besoin, pour pouvoir répondre aujourd'hui aux problématiques de nos partenaires et de nos clients, de pouvoir supporter les… alors attendez, j'ai une petite question. Donc il y a effectivement la possibilité d'avoir énormément de personnes en recherche et développement, tout simplement pour pouvoir très rapidement mettre à disposition et supporter les outils pour pouvoir sauvegarder nos environnements. C'était le cas avec Windows Server 2016, c'était le cas avec de l'ESX 6.5. L'objectif étant que quand vous choisissez une solution de sauvegarde, quand vous proposez une solution de sauvegarde à vos clients, vous puissiez supporter l'environnement du client, mais c'est surtout que tout au long de la vie de la solution de sauvegarde, le client il va également faire évoluer son infrastructure. Et c'est extrêmement préjudiciable, néfaste, si je dirais la solution qu'a besoin de mettre le client en fonction. Parfois, pas forcément pour des choix d'être un early adopter, hein, tout simplement parce que l'éditeur a sélectionné, expliqué que maintenant cette solution tournait sur du Windows Server 2016 ou que son environnement virtuel, il y a un bug et que pour le fixer, il faut passer sur la dernière version. Si la solution de sauvegarde ne le gère pas, ça peut effectivement être contraignant. Donc là, au travers des 500 ingénieurs et de l'Acronis Lab, qui nous permettent de travailler sur la sauvegarde d'aujourd'hui, mais également sur les sauvegardes à venir. On vient de déménager hier notre siège social, notre siège est à Singapour, mais la partie où se situent les développeurs, et on intègre une université également qui nous permet de pouvoir travailler également sur l'intelligence artificielle, de manière à pouvoir non seulement vous proposer des solutions aujourd'hui, mais surtout continuer à être innovant dans les années à venir, en intégrant de plus en plus l'intelligence artificielle, de manière à avoir un produit qui soit le plus autonome pour les tâches automatisées et qui soit force de proposition pour les tâches qui nécessitent un choix de votre part, et donc de pouvoir traiter un maximum de paramètres. Et donc c'est pour ça que vous verrez effectivement qu'on a énormément renforcé la partie monitoring, reporting, pour pouvoir vous mettre à disposition ces éléments. Et ça, c'est, je dirais, la face visible de l'iceberg. Il y a plus de 400 paramètres qui sont monitorés sur la solution Acronis Backup 12.5 Advanced. Et l'objectif à terme, ça sera que ces 400 paramètres soient utilisés par notre solution AMS avec de plus en plus d'intelligence artificielle pour pouvoir vous permettre d'avoir cette capacité de vous focaliser sur ce qui est important, primordial, et automatiser les tâches les plus basiques. Quelques chiffres, mais vous les connaissez, donc je vous les mets juste en termes de rappel, et puis surtout, vous voyez en bas où on peut les trouver, de manière à ce que vous puissiez vous les rapproprier, tant pour leurs devis clients pour les partenaires que vis-à-vis de votre hiérarchie pour les clients finaux. Qu'est-ce qui est en termes de criticité des données, de criticité je dirais de la sécurisation de la donnée tout au long du cycle de sa vie.
Ben, on va avoir 80% des données qui vont être perdues dans le code. Alors, il y a différentes manières de les perdre, hein. Vous avez les problèmes qu'il peut y avoir quand vous externalisez et puis que les mots de passe ne fonctionnent plus ou ont été piratés. Vous avez des données qui ne sont plus restaurables et que vous n'avez pas la capacité de les restaurer parce que la personne qui stocke et la personne qui restaure est la même personne. Donc vous êtes limité concernant vos recours. 47% des sociétés ont été infectées par un ransomware en 2016. Si vous suivez un peu l'actualité, ben vous vous doutez que le chiffre sera supérieur en 2017. J'insiste sur un point, au-delà de la partie, on l'a vécu dernièrement au mois de mai avec l'attaque WannaCry, au-delà même du problème que pose le ransomware lui-même, on s'est aperçu que les sociétés avaient été plus impactées par la sécurité qu'elles ont dû mettre en place derrière parce qu'elles n'étaient pas sûres à 100% de leur sécurité, qui a posé des problèmes. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui ont des structures assez grosses qui ont pu être touchés par quelques, je dirais que pour quelques postes, mais le problème c'est comme ces postes ont été touchés, ben, ça a dû remettre à plat toute la politique de sécurité, bloquer les accès Internet en attendant d'avoir le résultat des audits qui étaient menés. Et donc, je dirais, au-delà des 3-4 machines qui ont été touchées par WannaCry, bah, c'est la perte de rentabilité qu'il y a pu y avoir la semaine suivante qui a été extrêmement impactante. Et effectivement, tout cela est à prendre en compte dans le cadre d'une analyse de la disponibilité du service informatique. 68% utilisent ou prévoient utiliser une infrastructure informatique hybride. Quand on parle d'hybride, on parle bien entendu d'une architecture mixte entre du on-premise et du cloud. Tout ne peut pas forcément être dans le cloud. Inversement, le cloud offre pas mal de possibilités de réactivité en termes de ressources mises à disposition. Donc c'est vrai qu'on va avoir de plus en plus ces outils, que ce soit des gros faiseurs du marché comme de l'Amazon, comme de l'Azure, voire effectivement de l'OVH ou de l'Icula ou tout autre fournisseur de matériel, de matériel d'offre SaaS, bah vous allez effectivement avoir la possibilité, si vous êtes partenaire, d'intégrer ces solutions dans le cadre d'une architecture Acronis, que ce soit pour sauvegarder ces environnements déjà externalisés, ou tout simplement le client qui veut les mettre en œuvre, il pourra s'appuyer sur une solution Acronis pour pouvoir le faire. Et puis un chiffre qui n'est pas nouveau, hein, qui est très ancien pour un éditeur de solutions de sauvegarde. C'est vrai qu'on le met en avant très souvent, mais vous vous doutez bien effectivement que l'informatique est de plus en plus intégrée à la vie de la société et qu'une perte de données, ça va effectivement, les chiffres sont variables en fonction de l'impact que peut avoir la perte du système informatique, la capacité de récupérer les données, mais voilà, après un sinistre, alors majeur hein, bien entendu, après un sinistre majeur, il y a effectivement un quart des sociétés qui dans les 2-3 ans ne survivent pas à cet incident. Donc c'est extrêmement important, bien entendu, de pouvoir y apporter les réponses. Une vue un peu globale de ce que couvre Acronis. On va le voir très rapidement parce qu'on va se focaliser sur Acronis Backup 12.5. Sur la gauche, vous avez les différents types de protection. Ce qu'on va proposer dès aujourd'hui, puisqu'il va intégrer l'offre très prochainement. On va avoir de l'archivage, de la sauvegarde, d'une reprise d'activité après sinistre. Il y a également ce qu'on appelle stockage dans le cloud, mais qui est plus précisément du storage software defined, qui va permettre d'offrir des capacités de stockage à faible coût en banalisant le stockage. On va rajouter notre couche logicielle par-dessus le stockage. L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir utiliser n'importe quelle solution de stockage, du stockage local, donc des serveurs avec beaucoup de disques dedans, des JBOD,
des vieilles baies, mais avec plus d'intelligence. Ben, vous allez pouvoir utiliser tout ce matériel pour stocker les données et assurer toutes les fonctionnalités avancées. Ça peut être de la géosynchronisation cluster entre plusieurs sites, ça peut être du partage de données iSCSI en mode bloc, files en mode NFS SMB, également du stockage objet S3. Donc tout cela va être disponible avec les solutions Acronis Storage. C'est ce qu'on utilise nous dans nos data centers, c'est ce qu'on met à disposition de nos partenaires qui veulent servir de zone d'externalisation des données à leurs clients. Et bien entendu, c'est ce que les clients peuvent mettre en place à partir du moment où ils ont besoin de faire évoluer leur solution de sauvegarde, et plutôt que de se retrouver bloqué avec un constructeur où effectivement que les baies du constructeur sont éligibles, ben là, il va y avoir énormément de souplesse avec l'utilisation de matériel de stockage dissemblables. Des solutions de synchronisation et partage de fichiers. Donc historiquement, on a racheté en 2002 la société Groupe Logique et on a continué à développer ces solutions dans la partie partage de fichiers avec les solutions Access Advanced, avec la partie intégration des mondes Mac avec les solutions Files Connect. On a également des solutions de partage, de transfert de fichiers avancés avec les solutions Mass Transit. Et là, on vient d'annoncer le support de la solution Acronis Access Advanced qui a été portée dans l'environnement cloud pour les partenaires avec la solution Acronis Wireless Cloud. Il y avait un webinaire sur ce sujet fin de semaine dernière, mercredi dernier pour être précis. Et si jamais vous étiez intéressé, n'hésitez pas à nous solliciter. Les webinaires sont enregistrés, donc on peut effectivement vous faire parvenir ces éléments. La partie surveillance avec la partie monitoring, qui est en partie incluse dans la solution Acronis Backup 12.5. Et puis la partie notarisation, qui va permettre de certifier les données qui ont été sauvegardées, de manière à ce que quand vous allez vouloir les restaurer et les partager avec des personnes 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans après, vous allez pouvoir le faire, simplement parce qu'on va s'appuyer sur une technologie blockchain pour pouvoir certifier les données de manière décentralisée, donc pas besoin de tiers de confiance, et vous-même ou la personne à qui vous envoyez la donnée sera à même de vérifier que le fichier en question est bien le fichier identique à celui qui avait été sauvegardé à l'époque. On verra tout ça avec 2-3 slides par la suite. Les différents types de déploiements qui sont utilisables, donc ça va du cloud privé, des clouds de partenaires, les clouds Acronis. On a 16 data centers dans le monde, dont un en France à Strasbourg. Et puis les clouds de nos partenaires, Ingress, SoftwareOne, SoftLayer, il y en a effectivement d'autres. Et puis ce qu'on va appeler Uber Cloud, avec les gros faiseurs que sont Google, Amazon et Azure. Qu'est-ce qu'on va pouvoir sauvegarder? Vous pouvez le voir en bas, hein, tout ce qu'on pouvait sauvegarder déjà en version 11.7. On va voir tout à l'heure la liste des environnements. Mais on couvre effectivement tous les environnements physiques du monde ouvert chez le client, hein, Windows, Linux et Mac. Les environnements virtuels, donc avec, je dirais, sans agent pour ceux qui ont des API qui le supportent. Donc c'est le cas VMware, Hyper-V et Virtuoso qu'on a rajouté dans la version 12.5. Virtuoso étant un fork de KVM, mais développé par une société sœur qui est Parallels. Donc on a développé les API avec eux. Et ça doit nous ouvrir effectivement sur la fin d'année le support de tous les forks de KVM, donc KVM, Proxmox, Oracle VM, RHEV, pour avoir de la sauvegarde agentless. Aujourd'hui, on va être capable de sauvegarder tous ces environnements en mode avec agent, ce qui est transparent en termes de licensing. Vous avez une licence, on verra, pour l'hyperviseur, et derrière, vous pouvez sauvegarder toutes les VM. Mais bien entendu, ça va vous permettre comme ça de pouvoir sauvegarder dès aujourd'hui l'immense majorité du parc informatique de vos clients. La partie application, on va voir effectivement aussi dans le détail sur le slide suivant, la sauvegarde des environnements Exchange, SQL, SharePoint, AD, Oracle. Et donc tout cela est inclus dans le produit. Les périphériques mobiles, hein, c'est une nouveauté, on va avoir la possibilité de sauvegarder. Donc là, vous avez iOS, Android et Windows Phone. Sur la partie backup, actuellement, on va sauvegarder les deux premiers, iOS, Android. Windows Phone va arriver
normalement au mois de septembre. Il est déjà sur le schéma parce qu'effectivement, il est par contre, on a un agent pour la partie partage et synchronisation de fichiers. Vous avez également les différentes ressources cloud qui peuvent être utilisées. Donc on en a mis quelques-unes, hein, mais bien entendu, il y en a beaucoup plus. Office 365, qui va être effectivement être disponible à la sauvegarde. Vous allez pouvoir sauvegarder vos environnements Office 365. Vous allez avoir la possibilité de sauvegarder vos VM Azure et vos VM Amazon. Et vous allez après pouvoir sauvegarder tout cela aussi bien sur site. Donc là, on gère à peu près toutes les technologies, que ce soit du disque local, USB, des disques SAN, des montages disques Z, également les bandes, les NAS, et bien entendu, on va avoir des stockages externes. Donc le cloud Acronis, comme je vous le disais, avec effectivement la possibilité de rajouter une volumétrie, mais également après du FTP, SFTP, et puis les clouds du marché. Tous les types de restauration vont pouvoir être disponibles. Là, on fait une image complète de la machine. On a la possibilité de faire une image granulaire, une sauvegarde granulaire, donc sauvegarder que certains répertoires ou fichiers. On va par exemple pouvoir le faire de manière complémentaire à la sauvegarde complète. Par exemple, sauvegarder tous les soirs la machine complète et puis toutes les heures des répertoires de log pour des machines de sécurité ou d'autres exemples. Avoir la capacité de restaurer la machine dans sa globalité, de restaurer des éléments, donc que ce soit des fichiers, des répertoires, des mails, des bases de données, toute cette granularité. Restaurer sur le même matériel, vous pouvez restaurer également sur un matériel différent avec la fonctionnalité Universal Restore. On va, pour schématiser, être capable de prendre n'importe quelle sauvegarde, qu'elle soit physique ou virtuelle, et de pouvoir la restaurer aussi bien sur du physique, du virtuel et du cloud, d'où tous les acronymes en P2V, V2V, V2P, P pour physique, V pour virtuel et C pour cloud. Vous pouvez le faire dans tous les sens. Donc c'est pour ça que la solution est extrêmement intéressante pour un client qui va être en train de virtualiser. On a des taux de réussite qui sont bien supérieurs à des V-converters ou des solutions équivalentes pour la partie virtualisation des machines. Et puis également pour la partie cloud, quand vous souhaitez les externaliser dans le cloud, ben effectivement, les solutions Acronis vont pouvoir vous accompagner. Donc, pas simplement de la sauvegarde, mais vraiment une aide à l'administration. Des fonctionnalités avancées de restauration, comme vous pouvez le voir, avec l'Active Restore, qui va permettre effectivement de pouvoir travailler pendant la phase de restauration. L'Instant Restore, qui va permettre d'exécuter une VM depuis l'emplacement de sauvegarde. Donc, comme ça, vous réduisez le délai de redémarrage. Une VM Flashback, c'est une fonctionnalité qui, pour des VM, va permettre d'utiliser le change-block tracking non seulement pour la sauvegarde, mais également pour la restauration. Donc, c'est-à-dire que vous allez comme ça modifier que les blocs qui ont été eux-mêmes modifiés depuis la dernière sauvegarde. Un exemple concret, vous sauvegardez vos machines à 10 h le soir. 10 h du matin, vous avez une corruption sur votre machine. Bah, au lieu de devoir restaurer l'intégralité de la machine, qui si jamais elle fait plusieurs centaines de Tera, ça peut prendre beaucoup de temps, on va dire plusieurs centaines de gigas. Ça peut prendre effectivement beaucoup de temps. Bah, ce que vous allez pouvoir faire dans ces cas-là, c'est le système va savoir quels ont été les blocs qui ont été modifiés depuis la dernière sauvegarde, et il va, si vous me permettez l'expression, détricoter la VM pour revenir à son état de 10 h le soir. L'intérêt, c'est que ça va beaucoup plus vite parce que vous modifiez peut-être 1% des données au lieu de restaurer 100% des données. Donc ça, c'est très très intéressant. Et puis des fonctionnalités de reprise d'activité après sinistre. On en parlera, c'est quelque chose qui va arriver avec la solution Acronis Backup Cloud très rapidement. Et comme aujourd'hui, on arrive à un développement commun entre les solutions Acronis Backup Cloud et Acronis Backup On-Premise, bah effectivement, c'est aussi des choses qu'on va pouvoir offrir sur la solution On-Premise, c'est-à-dire avoir la possibilité de faire repartir des VM dans le cloud, que ce soit votre cloud, client ou partenaire, ou que ce soit le cloud Acronis. Donc, je vous en parlais tout à l'heure, hein, une solution extrêmement complète, plus de 21 plateformes sont supervisées, plus de 21 parce qu'il y a différents hyperviseurs avec les forks, donc ça va beaucoup plus loin. Mais on va dire 21 plateformes majeures. Vous pouvez voir sur la première ligne les environnements Microsoft, on gère à peu près tout, hein, que ça aille des environnements postes de travail ou serveurs, que ça soit des VM sur Azure, on gère les applications.
On gère également l'OPI 365, la seule plateforme Microsoft pas encore gérée pour l'instant, c'est la partie Windows Phone sur les téléphones. Oui, on est vraiment sur de la solution annexe. Mais tout le reste est géré. Vous allez avoir la possibilité, effectivement, par rapport à la version précédente, également de pouvoir supporter les environnements Mac, ce qui peut être intéressant parce que c'est souvent les postes un peu plus VIP ou des postes de CAO ou R&D qui utilisent ce type de solution. Vous avez effectivement les données Amazon, les serveurs Linux, les environnements BCR, et puis pour la version Advanced, tous ces différents hyperviseurs. Oracle VM, Oracle Database, Red Hat, Linux AVM, Citrix Zen Server, Virtuoso dont je parlais précédemment. Donc effectivement pas mal de solutions qui vont pouvoir être supportées avec un seul et même produit. Donc Acronis Backup 12.5 Advanced, quels sont les messages forts, points clés? Excusez-moi, le titre a été un peu mordu. J'ai un peu agrandi la présentation. Alors, attendez, hop, je crois que j'ai une question. Alors, hop. Donc, le versionning permet-il de récupérer les données saines? Effectivement, vous allez avoir la possibilité de pouvoir visualiser avec le catalogage les données qui ont été sauvegardées, de pouvoir remonter effectivement à certaines dates. Et l'intérêt de la solution de l'Instant Restore, c'est que ça va vous permettre de pouvoir très rapidement redémarrer une VM, visualiser si la VM est fonctionnelle ou non, et continuer en production sur cette VM démarrée, lancée depuis l'emplacement de sauvegarde, ou au contraire en profiter, une fois que vous avez validé qu'elle est bien fonctionnelle, pouvoir comme ça redémarrer, démarrer la restauration à l'emplacement définitif de la VM. Donc les différentes solutions vont vous permettre de pouvoir le faire. Et avec la partie externalisation cloud, on a en plus sur la partie fichier là un véritable versionning qui va vous indiquer quels sont les fichiers modifiés par les utilisateurs, les versions de ce fichier, et pouvoir restaurer telle ou telle version. Y a-t-il quelque chose sur la réglementation GDPR? Donc on a quelque chose sur la réglementation GDPR, donc il va y avoir de la communication officielle dessus, donc on est invité effectivement à ne pas en parler pour l'instant. Sachez qu'effectivement qu'entre la partie je dirais notary, qui va permettre de garantir que les données n'ont pas été modifiées, et d'autres annonces qui vont arriver très prochainement autour des solutions e-discovery qui vont permettre effectivement on va dire de consolider toutes les actions qui ont été faites. Bon, on va donner les outils aux clients pour pouvoir effectivement répondre à la problématique GDPR. Et dans les temps, effectivement, par rapport à la mise en œuvre de ces solutions. Mais déjà, effectivement, avec la solution Acronis Backup 12.5 Advanced, avec la solution anti-protection qui va non seulement permettre de se protéger contre les ransomware, mais également quelque chose qu'on a tendance un peu à oublier, qui va permettre également de faire ce qu'on appelle de l'autoprotection, c'est-à-dire qu'on va empêcher les modifications des archives de sauvegarde par des processus autres que les processus Acronis. On va pouvoir garantir que les données seront restaurables et ne seront pas impactées en termes d'attaque. Et derrière, la partie, comme je vous disais, notary, qui va vous permettre de garantir que la donnée que vous remontez est bien la donnée originelle. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième étape, c'est effectivement avec la partie Discovery qui va arriver, où là, on pourra loguer toutes les modifications qui vont être faites. Donc on va déjà avoir, au niveau d'Acronis, des fonctionnalités qui vont être intéressantes, avec le rôle, les délégations, qui vont permettre comme ça de pouvoir donner de créer des organisations différentes au sein de la société, que ce soit pour des sites géographiques, que ce soit pour des services, et de donner la main à des utilisateurs que pour certaines données, et de pouvoir avoir une journalisation des activités, organisation par organisation,
la partie Discovery permettra d'optimiser et d'intégrer des couches d'intelligence artificielle pour pouvoir traiter effectivement un grand nombre de données. J'ai encore une question, Nutanix ou l'hyperconvergence. Donc on va être compatible. Je dirais toute la partie hyperconvergence va être une consolidation, je dirais, de solutions existantes. Donc Nutanix a ses propres hyperviseurs qui sont supportés effectivement avec Acronis, basés effectivement sur des forks de KVM. Et sinon vous avez les solutions standards comme du VMware qui peuvent également être utilisées. Donc Nutanix et je dirais des environnements Nutanix peuvent totalement être sauvegardés avec de l'Acronis, et on est en train de travailler avec les éditeurs de solutions d'hyperconvergence pour pouvoir intégrer toute la partie reporting, remontée d'informations et l'automatisation pour la partie disaster recovery avec les solutions effectivement qu'on offre aujourd'hui. N'hésitez pas, je ne vous l'ai pas dit, si vous avez des questions, vous avez dans l'application Acronis WebEx un petit champ de chat qui va vous permettre de pouvoir poser vos questions pour qu'on puisse échanger ensemble. Active Protection est inclus dans Backup 12.5 Advanced. Alors, Active Protection est inclus dans Backup 12.5 tout court, c'est-à-dire qu'il va être disponible dans la version standard et dans la version Advanced. Je vais en parler par la suite, il va y avoir un petit tableau qui reprend les fonctionnalités des deux versions et puis quelques slides autour d'Active Protection. Mais c'est bien inclus dans les deux, bien entendu. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? La partie Active Protection, la partie tableau de bord qu'on va voir ensemble, avec les alertes intelligentes et les rapports. Donc, c'est effectivement une énorme avancée par rapport à ce qu'on pouvait trouver dans la version 11.7, où effectivement, c'était pas forcément en fonctionnalité inclus de base, là où nous étions les meilleurs. On avait la possibilité après de générer des scripts qui permettaient d'être extrêmement précis dans les informations qu'on remontait. On avait la possibilité d'aller requêter directement la base de données opérationnelle Acronis. Donc techniquement, je dirais les données étaient potentiellement disponibles. Mais effectivement, ça pouvait être un peu lourd, donc ça ne posait pas de souci pour un hébergeur qui voulait avoir des rapports très très précis. Et donc, il allait effectivement aller requêter et générer ces rapports correspondant à ce qu'il voulait. Mais c'est vrai que pour l'utilisateur plus standard, il se retrouvait à avoir des rapports qui n'étaient pas forcément ou les plus sexy ou les plus corrects, adaptés par rapport à son besoin. Là, on va voir qu'on a effectivement énormément travaillé avec notre équipe de monitoring sur la génération de ce tableau de bord, de manière à pouvoir créer des widgets, les personnaliser, vraiment générer le ou les rapports qui vous intéressent, ou le ou les tableaux de bord qui vous intéressent, de manière à avoir des données différentes. Je dirais un administrateur va avoir une vue beaucoup plus basée sur les alertes, les erreurs qui peuvent être rencontrées, les sauvegardes qui ne sont pas faites. Un administratif de plus haut niveau va lui plutôt être intéressé concernant l'espace de stockage utilisé pour pouvoir faire du capacity planning, est-ce que les SLA sont bien respectés. Donc toutes ces choses-là qu'on va pouvoir effectivement avoir avec Acronis. Également pour des environnements un peu plus conséquents, on va s'interfacer avec les solutions de stockage avancées. Donc dans un premier temps avec du NetApp, et il y a pas mal d'autres baies qui vont très prochainement être également supportées, avec de l'ESC, du Dell Compellent, du Cisco. Donc toutes ces baies pour lesquelles on va pouvoir piloter la baie, générer le snapshot au niveau de la baie et venir sauvegarder les machines virtuelles. Donc aucun impact en ce qui concerne les VM qu'on va sauvegarder. Donc là, c'est très intéressant. La partie Notary, je l'ai abordée précédemment et on va avoir quelques slides dessus, donc je passe vite dessus. Et quelque chose d'extrêmement intéressant, la partie traitement des sauvegardes hors hôte. Le nom est un peu barbare, ça s'appelle le off-host data processing. C'est-à-dire qu'on va avoir la possibilité de détacher certaines tâches de l'agent initial. Et par rapport à la version 11.7, où quand vous effectuez votre tâche de sauvegarde, vous alliez rajouter un certain nombre de fonctionnalités si vous le souhaitiez, comme la réplication vers un autre site, vers un site central ou vers un site de secours,
éventuellement la conversion en machine virtuelle pour avoir une machine virtuelle prête à partir. Toutes ces tâches étaient effectivement associées à la sauvegarde. Là, vous allez pouvoir dissocier ces tâches de la sauvegarde et donc que ce ne soit plus l'agent de sauvegarde qui effectue ces tâches, mais le serveur de sauvegarde. Donc ça permet comme ça, par exemple, de pouvoir sauvegarder un portable, et puis ensuite, le portable est en dehors du réseau, la personne est partie, et vous allez pouvoir faire plein de tâches, d'aller mettre les sauvegardes sur bande, d'aller la répliquer, d'aller la convertir en machine virtuelle, ou toutes ces choses-là. Tout va pouvoir être fait au niveau du serveur de sauvegarde, sans impact au niveau de la machine, même si la machine n'est plus disponible. Donc ici, vous avez un petit résumé effectivement de ce que propose Acronis Backup 12.5 et Acronis Backup 12.5 Advanced, bien entendu, la protection complète avec les différents environnements. La seule chose aujourd'hui qui n'est pas incluse, j'ai envie de dire, c'est la partie Unix et les parties et les parties environnement mini, AS400 ou autres, mainframe. Alors, on ne va pas les sauvegarder les mainframes, mais effectivement, on avance sur la partie Unix pour enrichir encore la gamme de manière à pouvoir supporter l'immense majorité du système d'information client. Différentes solutions de restauration, et j'insiste dessus, notre solution c'est un peu une boîte à outils. Vous avez effectivement des modes entre guillemets standards, mais quand vous avez un problème de production, c'est intéressant d'avoir différents modes de sauvegarde, de restauration, pardon, en fonction de la volumétrie de ce que vous souhaitez restaurer, du besoin que vous avez de le restaurer vite ou non. Vous allez avoir différentes possibilités avec chacune leurs avantages et leurs inconvénients, et vous pouvez comme ça très facilement remettre en service un système d'information. Et après, vous occupez de remettre la sauvegarde, de remettre les machines en production normalement. Mais tout cela sans minimisant l'impact sur la production de votre société. Des options de stockage extrêmement flexibles. On va gérer la déduplication avec la version Advanced. Déduplication qui a énormément été améliorée ces derniers temps et on continue effectivement à pouvoir le faire. On a également un nouveau format d'archives, le TBX, qui permet effectivement des sauvegardes beaucoup plus rapides que ce qu'on pouvait avoir, jusqu'à 30% de gains sur la première sauvegarde, jusqu'à 66% de gains sur les sauvegardes incrémentielles, jusqu'à 60% de gains sur les restaurations. Donc effectivement, on a énormément travaillé sur le moteur pour optimiser les performances. Et puis le but, on va le voir de toute façon lors de la démonstration, avec un produit qui soit le plus simple possible. Ça fait plusieurs années, 2 ans maintenant, qu'on travaille sur une offre cloud qui nous a permis d'avoir une interface web et une interface à destination de clients qui ne sont pas forcément formés sur les produits Acronis. Donc l'objectif était qu'ils soient le plus autonome possible. Et tous ces développements, la solution Acronis Backup 12.5 en a bénéficié. Parce qu'effectivement, on va retrouver une interface qui est très très similaire. Et c'est également intéressant pour les partenaires qui peuvent être clients de l'offre cloud et qui maintenant, avec la solution Acronis Backup 12.5, vont également avoir une offre on-premise similaire en termes d'interface, qui permet comme ça d'avoir des équipes qui soient formées sur les deux produits et de pouvoir répondre à un client, pouvoir proposer dans un premier temps leur solution cloud sur lesquelles effectivement ils ont investi et qui essayent de capitaliser. Mais si le client préfère avoir sa solution on-premise pour avoir davantage d'autonomie, ce genre de choses, ils peuvent facilement répondre en Acronis Backup 12.5. Ils auront les compétences pour effectivement le mettre en œuvre et ça permet effectivement de limiter les besoins en formation. Et puis des protections de données innovantes avec l'Active Protection, le Notary, l'SN, la signature électronique, et puis chiffrement et protection effectivement par mot de passe sur l'intégralité des archives du produit. Donc je vais vous présenter le produit Acronis Backup 12.5. Donc vous avez ici, je dirais, l'interface. Donc pour être un peu plus précis, quand on arrive sur le produit de base, on va arriver effectivement sur cette vue dashboard où vous allez avoir un certain nombre d'informations. Première chose, et c'est important, si vous n'avez pas créé d'organisation, vous n'allez pas voir ce petit onglet, mais si vous avez créé des organisations, et vous allez ici, et on va le voir tout de suite, avoir la possibilité de définir chez vous les différents services ou les différents sites géographiques, en définissant pour chacun d'entre eux les administrateurs qui sont à même
de toucher à ces machines. Et donc, ça va vous permettre de pouvoir, comme ça, donner des droits à des administrateurs locaux que sur une partie du parc, et vous, d'avoir la visibilité globale sur l'intégralité des machines. Je vais juste, excusez-moi, revenir ici pour visualiser s'il y a des questions. Alors, avez-vous un MUI disponible? Alors, qu'est-ce que vous appelez MUI? Est-ce que c'est la console de management? Si vous pouvez juste préciser votre question, et puis je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, je reviens juste sur cette vue-là, je reviendrai effectivement voir la réponse tout à l'heure. Donc vous avez ici les différents tableaux de bord qui sont disponibles. Vous avez les possibilités de les personnaliser comme vous le souhaitez, avec effectivement aussi bien les différents types de diagrammes, les éléments dont vous avez ici les informations. Chacun de ces widgets est lui-même après derrière personnalisable, parce que vous pouvez le faire, vous pouvez l'appliquer à différents espaces, à différents types de machines. Vous avez des filtres qui vont pouvoir apparaître. Vous pouvez effectivement ici définir quels sont les groupes et venir associer les machines qu'à ces groupes. Donc c'est extrêmement personnalisable comme vous pouvez le voir, et donc vous pouvez créer vos propres tableaux de bord avec les données qui vous intéressent. Bien entendu, tout est modulable comme vous le souhaitez. Vous avez les possibilités également de pouvoir le mettre en plein écran si jamais il s'agit d'avoir une télé au niveau du bureau informatique. Pour avoir les visibilités, vous pouvez personnaliser le tableau de bord et le visualiser. Tout cela est derrière. Vous pouvez l'envoyer par email, vous pouvez le télécharger au format Excel ou au format PDF, ou les deux bien entendu. On va retrouver la même chose dans les rapports. D'accord? Vous allez avoir des rapports prédéfinis qui vont vous permettre effectivement de pouvoir visualiser quels sont effectivement les statuts des sauvegardes, avec je dirais, les informations sur un certain nombre de jours que vous pouvez personnaliser. Vous pouvez, si je reviens, vous vous rendez compte que vous pouvez les personnaliser, les cloner, les exporter, les renommer. Donc vous pouvez vraiment créer les rapports que vous souhaitez. Vous pouvez les planifier. Ensuite, pour chacun d'entre eux, vous pouvez planifier la sauvegarde, pardon, l'envoi. Vous voyez, vous pouvez de la même manière personnaliser ces rapports en plus de ce qui existe par défaut, et le planifier et de définir, voilà, quand est-ce que vous voulez le recevoir, à quelle heure vous voulez le recevoir, l'envoyer par email ou l'enregistrer dans le dossier. Et vous pouvez comme ça, bien entendu, en faire. Bien entendu, ils sont dynamiques. Donc, si vous avez un souci, vous cliquez dessus, ça vous permet d'avoir directement les messages. C'est la même chose pour le tableau de bord, où effectivement, chaque fois que vous cliquez sur un endroit, ça va vous ramener à l'endroit correspondant de la console, pour pouvoir directement voir où se situe le problème. Quand vous arrivez au début, ici j'ai des machines, mais vous n'avez pas forcément de machines, donc vous allez pouvoir rajouter ici les différents environnements qui vont vous intéresser. Donc vous avez effectivement les stations de travail, les serveurs, les autres de virtualisation qui vont être supportés. Également les applications, la possibilité d'enregistrer un support de démarrage, c'est aussi une des nouveautés. On va avoir la possibilité de piloter le Bootable Media, donc très très intéressant pour tous les clients qu'on avait dans le secteur industriel. On en a énormément, c'est vrai que c'est le standard
en ce qui concerne les équipementiers automobiles, les équipementiers aéronautiques, à partir du moment où il y a besoin de garantir qu'une ligne de production va pouvoir repartir très vite. Et des fois, on a des environnements un peu anciens qui vont fonctionner effectivement non plus avec un agent, mais avec le bootable média. Avant, il fallait planifier la sauvegarde à travers le bootable média. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir le piloter à distance. Et on va pouvoir également aussi le scripter. Donc, ça veut dire qu'on va être capable de pouvoir planifier le reboot de la machine sur le bootable média et qu'automatiquement, il aille faire la sauvegarde de la machine. Donc, même si c'est un bootable média, on peut se passer des interventions manuelles. On va la voir ici, effectivement, la possibilité de gérer les éléments si nécessaire, dès que j'ai un bootable média qui est rajouté. On va voir également les possibilités de pouvoir déployer sur un grand nombre de machines. Donc vous avez la possibilité ici de venir télécharger les différents composants. Vous avez le gros binaire que vous avez téléchargé qui vous permet d'installer tous ces composants. Attention, j'insiste sur un point, le storage node n'est pas installé de base. Donc si vous prenez l'installation standard, vous allez avoir un AMS, l'agent, mais vous n'allez pas avoir le storage node. Donc faites bien attention quand vous lancez l'exécutable. Alors je vais vous montrer, je dois avoir une fenêtre, voilà, ici. Quand je suis sur l'installeur Acronis et que je vais demander à faire l'installation personnalisée, je vais avoir la possibilité de sélectionner ici les différents composants et le nœud de stockage et le service de catalogue ne sont pas dans les fonctionnalités de base. Donc vous allez effectivement pouvoir les rajouter. Vous voyez, vous avez le serveur de gestion, la partie monitoring, la partie agent pour Windows, les agents pour VMware, on ne va pas les installer par ici, on va les déployer depuis la partie ajoutée qu'on a eu précédemment. L'agent pour Office 365, l'agent pour Oracle, le Bootable Media Builder pour créer le Bootable Media, l'outil ligne de commande, le produit comme dans sa version 11.7 est totalement administrable via script, donc on va pouvoir par exemple gérer par des ordonnanceurs externes. Surveillance de sauvegarde, c'est ce qu'on appelait le Treasury Monitor, c'est-à-dire qu'il va nous permettre d'avoir ici un icône Acronis pour pouvoir effectivement avoir un statut des sauvegardes. Et voilà, le nœud de stockage et le service de catalogue qui vont être nécessaires pour pouvoir effectuer la sauvegarde. Donc, vous voyez ici, c'est que je l'ai relancé. Quand vous arrivez la première fois, vous avez le choix entre ce que vous voulez installer juste l'agent ou l'agent et l'AMS. N'hésitez pas à faire modifier l'installation actuelle, donc dans mon cas pour une réinstallation. Sinon, si c'est la première installation, à personnaliser l'installation. Et donc vous arrivez ensuite sur ce menu qui va vous permettre de pouvoir cliquer sur les composants supplémentaires. Également PXE pour le boot réseau. Après, bien entendu, il ne va pas pouvoir installer cela. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas détecter sur la machine les composants en question. Il n'y a pas d'Hyper-V d'activer, il n'y a pas de SQL, il n'y a pas d'Active Directory, donc c'est pour ça qu'il ne me permet pas de les installer. Si je reviens sur le produit, donc je peux effectivement ici les télécharger et je peux ici télécharger la partie installeur offline. C'est intéressant parce que je vais avoir un petit wizard qui va me permettre comme ça de faire un mode d'installation sans assistance. Je lui remplis les questions, quel est le serveur de licence, quel est le serveur AMS auquel il doit se connecter, quels sont les services, les comptes qu'il doit utiliser pour gérer les services Acronis. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir déployer l'agent sur beaucoup de machines, au travers des GPO, au travers d'outils de déploiement. Tout ça va pouvoir être géré. Donc voilà pour les différents outils, le SharePoint Explorer également et la documentation bien entendu. Une fois que vous avez installé les agents, vous allez avoir différentes possibilités d'utilisation du produit. Si je vais sur un agent traditionnel, on va aller sur cet agent. Hop. Ah oui, j'avais arrêté le service, on va redémarrer le service. Voilà, pour que comme ça, on puisse le voir sur la machine directement.
j'ai arrêté le service qui permettait de faire des tests de disaster recovery et ce genre de choses. Mais effectivement, quand il n'y a plus le service qui fonctionne tout de suite, c'est un peu moins pratique. Donc on va attendre, il va aller couler l'information pour pouvoir rendre la machine visible. Quand je veux sauvegarder, bah, très simplement, je prends une machine et je vais pouvoir cliquer sur sauvegarde. Et là, en l'occurrence, sur une machine un peu particulière, comme vous pouvez le voir au dessin, il s'agit d'un ESX. Et donc, je vais pouvoir directement sauvegarder la configuration de l'ESX, de manière à pouvoir restaurer mon ESX sur une autre machine. Si je vais sur une machine un peu plus traditionnelle, là, je vais pouvoir donc j'ai un plan déjà existant. Si je crée un nouveau plan pour qu'on puisse voir effectivement la démarche complète, il va par défaut m'indiquer quels sont les plans qui sont applicables sur cette machine. Donc vous voyez, il m'a trouvé que j'ai un plan qui va sauvegarder toute la machine, il va sauvegarder à tel endroit, la planification et les durées de rétention. Je peux l'appliquer ou le supprimer si s'il ne m'intéresse pas, ce job-là, si je ne veux pas qu'il se représente à chaque fois. Je peux comme ça en avoir plusieurs, ce qui va me permettre de gagner du temps quand je rajoute des nouvelles machines. On verra qu'on peut aussi passer par les plans, c'est-à-dire que je peux prendre ce plan existant puis rajouter toutes les machines qui m'intéressent. Là, je vais en créer un nouveau pour qu'on voit l'intégralité de la procédure. Donc derrière, je vais effectivement pouvoir renommer ce plan. Avoir la possibilité de définir qu'est-ce que je veux sauvegarder, toute la machine, disque volume ou fichier ou dossier. Toute la machine, c'est clair, il va sauvegarder l'intégralité de la machine. Disque volume, je vais devoir sélectionner quels sont les volumes que je veux sauvegarder. Vous pouvez voir ici que j'ai une vue sur mon agent et je vois tous mes disques avec l'emplacement utilisé et l'emplacement total. Et je peux sélectionner les disques qui m'intéressent. Là, je suis sur une sélection directe sur ma machine. Si j'ai beaucoup de machines, je peux également utiliser des règles de stratégie. Et dans ces cas-là, je peux dire par exemple que je veux sauvegarder des postes workstation, bah, je peux faire les volumes fixes. Comme ça m'évite de sauvegarder le disque USB. S'il y a un disque USB qui fait 2 Tera à côté de la machine, bon, pas forcément intéressant de le sauvegarder. Donc je vais pouvoir aussi gérer ça de manière un peu plus globale. Je vais avoir la possibilité de pouvoir gérer aussi des fichiers et des dossiers. Et donc ça, c'est un peu le même principe. C'est juste qu'effectivement, ce coup-ci, je vais pouvoir rentrer dans mes volumes et pouvoir derrière sélectionner les volumes, les répertoires qui m'intéressent. Je peux également sauvegarder des dossiers réseau dans ce cas-là. Donc on va prendre la machine complète. Quand je sélectionne la machine complète, je vais ensuite pouvoir définir les données que je vais vouloir sauvegarder. Donc ici, vous voyez, du Microsoft SQL Server, de l'Action Server, de l'Active Directory, base de données Oracle. On a vu que j'avais mon agent Oracle qui était installé dessus. Et donc, si je veux faire une sauvegarde qu'on appelle single pass, en un seul passage, j'ai juste à sélectionner, à fournir les credentials qui sont nécessaires. Et ensuite, je vais pouvoir comme ça avoir non seulement la sauvegarde de ma machine, mais également une sauvegarde applicative pour pouvoir aller chercher les données applicatives de la machine. Je vais spécifier où je vais le sauvegarder. Donc j'ai ici déjà un certain nombre de stockages qui sont accessibles. Donc ici, vous voyez un vault centralisé. Sinon ici, des partages réseau ou locaux. Je peux ici très facilement rajouter des emplacements. Donc utiliser du stockage cloud, donc avec du stockage Acronis ou autre. Des dossiers locaux sur la machine, des dossiers réseau, les nœuds de stockage qui vont me permettre effectivement de pouvoir créer des nouveaux emplacements. Et donc, à partir de ce moment-là, donc il va râler parce qu'effectivement, il a besoin d'un emplacement vide pour pouvoir effectivement le faire, le créer. Voilà. Hop. Et donc, à partir de là, je vais pouvoir effectivement le créer ici. Je vais pouvoir aussi le créer de manière avec plus de possibilités au niveau sauvegarde qu'on va voir par la suite. Je peux gérer du FTP et puis gérer de la bande, bien entendu. Je vais choisir mon premier emplacement. Je vais définir ensuite ma planification. Donc ici, j'ai des informations concernant les informations d'identification pour pouvoir me connecter sur la machine. En gros, s'il y a eu d'un NAS hors domaine ou ce genre de choses.
Je vais ici gérer ma planification, donc je peux désactiver ma planification et les lancer manuellement. J'ai différents modèles de sauvegarde qui vont pouvoir être utilisés, donc du toujours incrémentiel, fichier unique. Il va créer la première fois une foule et après il va faire que des incrémentiels et il va les consolider. Des toujours complètes, des complètes hebdo incrémentielles journalières ou le fameux GFS, des complètes mensuelles, différentiel hebdo et incrémentielles journalières. Et puis le mode le plus personnalisé, je définis quand est-ce que je veux faire mes sauvegardes complètes, incrémentielles et différentielles. Si je prends par exemple le toujours incrémentiel, on va voir que je vais pouvoir définir la fréquence avec laquelle je veux faire mes sauvegardes, hebdomadaires, journalières ou horaires. Donc dans ces cas-là, je pourrais dire que par exemple toutes les 2 heures, je vais faire mes sauvegardes. Donc de 8h à 18h, il va effectuer des sauvegardes. Ça, c'est des planifications horaires. On retrouve une fonctionnalité qu'on avait dans la version 11.7 qu'on n'avait pas dans la version 12. Également la possibilité d'exécuter, de lancer les sauvegardes selon d'autres critères que la planification horaire. Par exemple, pour des portables nomades, au démarrage du système ou quand l'utilisateur se connecte, c'est extrêmement pratique parce que ça va permettre comme ça de pouvoir lancer la sauvegarde à ce moment-là et de pouvoir ajouter des conditions de démarrage comme on avait par le passé. L'utilisateur est inactif, l'utilisateur est déconnecté ou non, toutes ces choses-là vont pouvoir être disponibles. Voilà, donc vous avez différents, par exemple un événement dans les event log Windows, ça peut être également être un critère de lancement de la sauvegarde. Je vais aller voir si vous avez des questions. Je vous prie d'excuser, comme je ne vois pas la petite barre comme quand je suis sur l'autre fenêtre, j'ai juste besoin de revenir. Alors, oui, il y a pas mal de questions. Possibilité de changer la langue des interfaces, il faut réinstaller en version 11, effectivement, il fallait réinstaller le client. En version 12, je vais vous montrer par la suite quand j'aurai fini le plan, mais que c'est directement accessible, le produit est multilingue à la base. Quelle est la limite maximum d'une infra à sauvegarder? Écoutez, on est en train de faire des tests. Et pour l'instant, on n'a pas encore touché les limites. On a des sites avec plus de 10 000 machines qui sont sauvegardées. Donc je ne peux pas vous dire, il n'y a pas de limite technique. Pour l'instant, en termes de nombre de machines, ça va dépendre effectivement de la taille de machine, des écritures qui vont effectuer, de la parallélisation qui va être faite, donc de la fréquence. Parce que si effectivement, c'est pas la même chose si on a 20 000 machines mais qu'on les sauvegarde une fois par mois, ou si on en a 1000 mais qu'on les sauvegarde toutes les 5 minutes. Donc il y a effectivement pas mal de critères, mais il n'y a pas de chiffre maximum aujourd'hui. On a, nous, des tests qu'on fait passer pour savoir combien d'AMS, combien par contre de machines peuvent tenir sur un AMS, sachant qu'après on va pouvoir mettre plusieurs AMS et dissocier l'architecture cliente. Donc il n'y a pas de limite technique en tous les cas en ce qui concerne le nombre maximum d'une infra. Les ports de communication restent les mêmes, oui. Un détail près, par contre, c'est qu'on va utiliser le port 9877 pour se connecter sur la console web. Vous voyez ici, c'est le port 9877 qui est utilisé pour se connecter à la console. Mais sinon, c'est bien le 9876 qui est utilisé. En cas de perte du catalogue, quelle est la procédure? De la même manière qu'en version 11.7, vous allez avoir la possibilité, de recataloguer si c'est juste la perte du catalogue. Si c'est jamais le service storage node qui n'est plus disponible, vous allez pouvoir réinstaller un service storage node et refaire pointer vers l'archive existante et il va recataloguer l'archive. Attention, le catalogage n'est pas nécessaire pour la restauration. L'indexation d'un vault dédupliqué, lui, est nécessaire. D'où l'intérêt d'en avoir 2 si nécessaire. Concernant le bootable media, il y a des soucis avec la prise en charge du clavier français. Oui, le nouveau bootable media, vous pouvez directement choisir, une fois que le bootable media est lancé, quelle est la langue qui est utilisée. Avant, il y avait un article de l'AKB qui permettait de faire une combinaison de touches pour pouvoir le basculer d'une langue à l'autre. Donc, ce n'était pas forcément connu. Le support, effectivement, vous indiquait quand il y avait un caisse d'ouvert, mais ce n'était pas forcément connu. Là, c'est plus simple. Directement dans le bootable media, vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez utiliser. Hop. Est-ce que vous avez des questions? Attendez. Je
regarde de l'autre côté. Oui. Dans le cas d'un cluster Hyper-V avec 4 nœuds, il faut 4 licences Backup 205 Advanced pour Hyper-V. Alors, il va falloir 4 licences pour VirtualHost. On a modifié, je vais y arriver tout à l'heure, sur la partie licensing. On a quelques slides sur la partie licensing, où on est revenu sur ce qu'on avait en version 11. C'est-à-dire qu'on a banalisé les licences. Vous avez juste 3 licences, une licence Workstation, une licence serveur et une licence VirtualHost, ce qui permet effectivement de simplifier. Et vous avez besoin d'avoir une licence par nœud, effectivement, qui va être sauvegardée. Et on va voir ça dans les slides concernant le cloud. Prévoyez-vous de permettre une sauvegarde Office 365 en direct du cloud Microsoft à la cloud sans passer par l'installer sur le serveur du client? Oui, c'est quelque chose qui va arriver avec la prochaine version Acronis Backup Cloud et qui va arriver avec l'update qui sera prévu normalement pour septembre ou octobre de la version 12.5. On va avoir une version hotfix 1 qui va sortir relativement prochainement. Hein. Faut compter sur le début du mois de juillet pour la version hotfix 1 qui va corriger un certain nombre de petits points et puis certaines fonctionnalités qui avaient été décalées pour pouvoir sortir dans les temps, la date convenue, le 31 mai. Donc des fonctionnalités un peu annexes mais qui avaient été décalées par rapport à la sortie. Donc ils vont être inclus dans cette version hotfix 1 et puis des fixes par rapport à des problèmes qu'auraient pu rencontrer certains clients dans des cas particuliers. Donc il y a la version hotfix 1 et l'update 1 qui va apporter effectivement des nouvelles fonctionnalités est prévu pour le mois de septembre-octobre, on n'a pas encore la date précise, et qui devrait, d'après la wishlist qui nous a été présentée, intégrer la sauvegarde cloud-to-cloud d'Office 365. Alors, hop, on va revenir. Donc, je choisis effectivement ma sauvegarde. On va planifier sur l'horaire. On va la faire par heure. Donc, quelque chose de standard. Et je vais ensuite pouvoir définir ma période de rétention. Donc, effectivement, ici, je vais avoir une rétention qui va être adaptée au plan de sauvegarde qui aura été défini. Là, comme j'ai mis un plan de sauvegarde horaire, donc j'ai des périodes de rétention qui sont associées et je peux comme ça, par exemple, vous voyez le mode par défaut, toutes les 24 heures, il va supprimer les sauvegardes horaires qui ont plus de 24 heures. Derrière, avec je vais avoir mes sauvegardes journalières qui vont être conservées pendant une semaine, hebdomadaires pendant un mois et mes sauvegardes mensuelles pendant 6 mois. Je peux bien entendu changer tout ça pour revenir sur les sauvegardes traditionnelles, mais dans ces cas-là, je garderai beaucoup de sauvegardes intermédiaires, je serais tenté de dire, également par nombre de sauvegardes, et puis c'est également les sauvegardes indéfinies. Si je suis sur un Vault non dédupliqué, je vais aussi avoir la possibilité par taille de sauvegarde. Donc, par exemple, si mon disque fait 1 Tera, eh ben, je vais pouvoir dire que voilà, je peux sauvegarder jusqu'à 900 gigas, et puis à 900 gigas, je vais supprimer les sauvegardes les plus anciennes. Donc j'ai pas mal de possibilités de paramétrage. Ici, juste un petit warning, il m'indique juste effectivement que le modèle de sauvegarde que j'ai choisi n'est pas adapté au stockage. Tout simplement parce qu'effectivement, le toujours incrémentiel qui est prévu pour aller se sauvegarder dans le cloud ou sur un stockage externe, disque dur ou autre, il est moins adapté sur la partie déduplication. Donc c'est pour ça effectivement que j'ai ce petit warning. On a essayé d'avoir la solution qui soit la plus, entre guillemets, parlante possible pour pouvoir le faire. Vous voyez, si je fais par exemple, je prends un personnalisé, que je lui dis voilà quand est-ce que je veux faire mes sauvegardes et je peux effectivement les définir pour chacune d'entre elles. Voilà, mon message va disparaître parce que j'ai un modèle de sauvegarde qui va être adapté. Derrière, je vais pouvoir chiffrer mes données. Et donc, si je chiffre, je vais pouvoir définir le niveau de chiffrement qui m'intéresse. Avec la possibilité, si j'ai beaucoup de machines, de pouvoir le faire avec une clé de chiffrement spécifique pour chacune des machines, pas forcément la même clé pour tous les jobs. Je vais pouvoir convertir en tant que VM. Donc, on va voir que je vais pouvoir le faire directement ici ou le faire après. Donc là, convertir en tant que VM, ça va me permettre de pouvoir avoir une VM similaire à ma machine sauvegardée et de pouvoir comme ça repartir très vite.
Et j'ai ensuite toutes les options. Donc, on ne va pas les regarder, mais vous avez ce que vous connaissiez si vous étiez en version 11.7, hein, des options concernant la QoS, les performances, les VSS que vous voulez utiliser, l'inclusion, l'exclusion, les droits, les alertes, les commandes pré-post, backup, pré-post snapshot. Donc toutes ces choses-là sont également toujours disponibles. Ça va me permettre derrière également de pouvoir voir la partie restauration. Je vais pouvoir restaurer toute la machine, restaurer dans ces cas-là en tant que machine physique ou en tant que machine virtuelle. Donc très simplement. Donc là, il va interroger les différents agents qui sont disponibles pour effectuer ma restauration. Donc comme j'ai fait quelques tests en enlevant les services, en remettant les services, il est un peu long pour l'interrogation. Toutes les, sur mon environnement, j'en ai pas parlé, mais toutes les VM sont, en l'occurrence pour la plateforme, ce que je suis en train de vous montrer, sont sur un même portable, donc le SX, les VM et tout ce genre de choses. Donc vous avez, voyez, machine physique ou machine virtuelle, quelle est la machine cible, les mappages des disques qui sont également disponibles si nécessaire. Donc ce qu'on avait en version précédente. Parmi les petites fonctionnalités qui ont été décalées, qu'on ne retrouve pas actuellement, mais qu'on va retrouver, qui vont arriver, on a le redimensionnement des partitions. Pour l'instant, on a le mappage, le redimensionnement des partitions avec la Kinesis Director Lite qui était inclus dans la version 11.7 va bientôt être à nouveau disponible sur la version 12.5, ce qui vous permettra effectivement de pouvoir réduire la taille à la restauration ou l'agrandir. On peut restaurer également des fichiers et des dossiers, et donc dans ces cas-là, on va arriver effectivement sur une vue qui va me permettre de visualiser mes machines, de pouvoir les restaurer à leur emplacement d'origine ou de pouvoir les télécharger directement sur mon navigateur. Si je les restaure, pareil, je vais pouvoir les restaurer à l'emplacement d'origine, à un autre emplacement, pouvoir jouer sur différentes options. Est-ce que je restaure avec les droits d'origine ou les droits du répertoire? Est-ce que je garde la même date, les mêmes heures? Et ce genre de choses. Je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais quand je restaurais ma machine dans sa globalité, je pouvais changer le SID de la machine si nécessaire. Et je vais pouvoir l'exécuter en tant que VM. Donc ça, c'est ce qui va me permettre d'avoir, je dirais, une VM qui va tourner sans avoir de données. Elle va directement utiliser les données de la sauvegarde. Donc l'avantage, c'est que je vais très vite pour la recréer. Et ici, je vais pouvoir valider ou exporter ma sauvegarde et supprimer chacun de mes points de sauvegarde ou l'intégralité. J'ai d'autres modes de restauration si je le souhaite, aller télécharger des fichiers si j'ai externalisé dans le cloud ou utiliser mon Bootable Media. J'ai l'Active Protection ici qui est activé, que je peux effectivement désactiver si nécessaire. Donc c'est un driver qui va tourner en tâche de fond en permanence. Et je vais avoir ici différents processus que je vais pouvoir bloquer automatiquement ou valider. Et puis il a sa propre liste qui lui permet effectivement de valider. Et puis je peux lui dire qu'est-ce qu'il fait en cas de détection. Est-ce qu'il notifie? Est-ce qu'il arrête le processus? Ou est-ce qu'il va notifier, arrêter le processus et restaurer les données depuis le cache et depuis le backup? Donc voilà très simplement la partie Active Protection. J'ai une vue d'activité. Donc là, effectivement, mes machines n'étaient pas actives. Donc effectivement, ma sauvegarde Outlook Office 365 n'a pas pu se faire. Pour avoir le détail, donc c'est de l'Office 365, pas forcément visible. Donc le non distant n'a pas pu être résolu. Ma machine effectivement ne sortait pas, donc il a du mal à aller faire les sauvegardes Office 365. Et je vais avoir à chaque fois pour mes archives le détail de chacune d'entre elles avec les informations, combien de temps ça a pris, pouvoir télécharger le journal en question et si nécessaire pouvoir également télécharger les informations de la machine. Donc j'ai effectivement de quelle elle fait partie, les agents installés, les systèmes, la Secure Zone que je peux utiliser, le Startup Recovery Manager qui va me permettre de redémarrer sur un agent bootable Acronis pour aller chercher la sauvegarde si nécessaire. Et puis je peux effectivement faire partie de groupes. Donc j'ai plein effectivement d'options, j'ai des alertes à partir du moment où effectivement l'agent ne tourne plus, ce genre de choses. Donc je l'ai machine par machine, où j'ai la consolidation qu'on a vue ici de toutes mes alertes et de toutes mes activités. Effectivement, je peux avoir toutes ces informations-là regroupées.
S'il s'agit de VM, je vais avoir un peu plus de possibilités. Je vais en plus avoir la possibilité de répliquer ma VM, donc choisir un autre hyperviseur pour aller la répliquer. Et si j'ai un réplica, bah, je vais pouvoir tester ce réplica, donc démarrer le test, donc ça permet de démarrer hors réseau pour ne pas impacter la production. Et si par contre j'ai un problème, je vais pouvoir basculer vers mon réplica, arrêter le basculement, faire un basculement permanent dans le cadre d'une migration, ou restaurer automatiquement à partir du réplica. Donc toutes ces fonctionnalités vont être disponibles ici. J'ai ma gestion des plans qui va me permettre effectivement ici de visualiser si j'ai beaucoup de machines, de voir. C'était un peu le souci qu'on avait en version 11.7, où quand j'avais beaucoup de machines, je me retrouvais à effectuer j'irais avoir un job qui était en erreur, il fallait rentrer dans le job pour voir qu'est-ce qui était véritablement en erreur. Là, je vais avoir la possibilité de visualiser directement mes différentes sauvegardes et de cliquer ici. Et en cliquant ici, ça m'amène automatiquement sur la machine. Donc là, vous voyez, j'ai une machine qui n'est plus disponible. Donc c'est pour ça effectivement que j'ai le souci. Donc je vais pouvoir effectivement aller nettoyer l'archive de ma machine de ma machine en question. Toute ma configuration Office 365 a été modifiée, donc c'est pour ça effectivement on va pouvoir le visualiser et avoir l'information sur mes sauvegardes. Dans les différents plans, je peux également gérer la reproduction de sauvegardes. Donc prendre les sauvegardes, par exemple, du disque pour aller la mettre sur bande ou d'un site pour les mettre sur un autre site et le gérer effectivement à ce niveau-là. Je peux également gérer des jobs de validation. Je vais aller plus loin que sur la version précédente. La version précédente, j'ai validé que mon fichier était bien cohérent. Là, je vais pouvoir valider toutes les sauvegardes ou juste la dernière. Et je vais pouvoir non seulement vérifier un checksum, mais je vais également pouvoir exécuter ma machine en tant que machine virtuelle. Et donc, dans ces cas-là, je vais pouvoir lui définir quel est l'hyperviseur que je vais vouloir utiliser. Hop. Et derrière, pouvoir également aller valider un leader bit pour valider que ma VM est bien disponible. Et si elle n'est pas disponible, pouvoir les modifier. Donc vous récupérez ici, vous voyez, les paramètres de VM que vous pouvez modifier également. Donc c'est extrêmement précis en ce qui concerne les possibilités. Les jobs de nettoyage, conversion en tant que VM, réplication de VM. Donc on a vu tout à l'heure qu'on pouvait le faire machine par machine, mais on peut le faire aussi de manière globale ici, avec plein de machines. Ici vous avez les emplacements qui vont être utilisables, avec les données. Alors il n'y a pas de sauvegarde sur ces machines de mémoire, il n'y a pas de mail d'envoyer. Vous avez effectivement toute l'arborescence. Bon, ici, j'ai pas de mail. Je vais voir si je mets un. Hop, où j'ai un mail. Ouais, c'est des comptes Office 365 de test et des. Celui-là est peut-être un peu plus gros. Est-ce que j'ai des mails? Donc effectivement, je vais avoir des mails sur celui-là. Je vais pouvoir afficher le contenu de mon email. Donc ça me permet comme ça, quand je cherche un email, de pouvoir visualiser. J'ai la même chose sur Office 365 et sur Exchange. Hein. Donc je vais pouvoir comme ça visualiser qu'il s'agit du bon mail. Je peux l'envoyer sous forme de message électronique. Si jamais c'est juste le restaurer pour l'envoyer, ben, je peux directement l'envoyer à la personne. Ou je peux le restaurer à l'emplacement d'origine. Et là où j'ai une pièce jointe, je vais directement pouvoir restaurer ma pièce jointe si nécessaire. Donc voilà sur la partie et puis sur la partie catalogue où il a juste indexé les données pour pouvoir le visualiser. Les différentes gestions des organisations, des agents, effectivement, avec les versions des agents qui sont installés. Les bandes, j'ai pas branché ma VTL, mais si vous avez effectivement la VTL qui peut être branchée sur un agent ou sur le storage node, ben, vos bandes vont être partagées, c'est une gestion des pools. On va aller plus loin qu'en version 11.7, je ferai peut-être un webinaire dédié sur la partie bande, où on va pouvoir gérer effectivement des groupes de bandes pour pouvoir sauvegarder les machines sur certains groupes particuliers. Ma gestion des licences qui va me permettre de visualiser mes différentes machines et de pouvoir visualiser après quelle est la machine donc je peux révoquer ou affecter comme je le souhaite.
Mes nœuds de stockage, donc comme je vous indiquais, effectivement, gardez à l'esprit qu'il n'est pas installé de base, donc il faut effectivement l'installer pour pouvoir l'utiliser. Vous voyez les informations, tout ce qui est attrait sur la machine. Mes paramètres système avec l'envoi des messages et puis les options de sauvegarde par défaut. Et puis le dernier point, la partie stockage SAN, où je lui ai indiqué effectivement quel est le stockage que je vais avoir. Donc en l'occurrence du NetApp actuellement, mais d'autres par la suite. Je vais juste voir si vous aviez des questions. A priori, oui. Alors, je reprends. Y a-t-il la possibilité de pouvoir faire une sauvegarde en Y sur disque et sur tête? Alors oui, on va pouvoir, alors pas en Y, pour en parler, parce que le problème de l'Y, c'est que vous allez la vitesse du flux lent. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir faire la sauvegarde sur disque, et ensuite, ou dans le job, vous indiquez une seconde destination qui va être la bande, ou vous faites que sur disque, et après vous créez une tâche de réplication pour que l'agent soit libéré, et puis c'est le serveur de sauvegarde qui s'occupe de répliquer sur bande. Et là, ce sera de la réplication. Y a-t-il dans les cartons la possibilité de pouvoir restaurer sur une autre machine en changeant d'OS ou de matériel comme Mirage de VMware? De base, hein, quand vous effectuez une restauration, vous avez la fonctionnalité Universal Restore qui va vous permettre effectivement de pouvoir restaurer sur un matériel différent en injectant les drivers. Je dirais, vous allez lui fournir, vous, un emplacement où va se trouver les drivers. Donc lui, derrière, va déjà pouvoir utiliser les drivers qui sont dans Windows. Mais vous allez pouvoir lui définir un emplacement où sont les drivers. Donc s'il s'agit de machines connues, il va savoir le faire tout seul. Hein. Quand vous allez vers un environnement virtuel, il connaît les drivers, donc il le fait tout seul. Si par contre vous allez vers un stockage, une machine particulière, vous allez lui mettre les drivers dans un répertoire, vous pouvez les mettre en vrac, et lui va être capable d'aller récupérer les drivers correspondants. Donc par contre, en changeant d'OS, on va pouvoir le faire, mais sur des disques autres. S'il s'agit du disque système, là après on va plutôt travailler avec SnapDeploy, notre solution de déploiement. Comment on ajoute un nœud de stockage? Vous simplement en déployant, en exécutant le binaire d'installation. Si vous vous souvenez, vous voyez ici quand je relance le binaire sur la machine, vous allez arriver sur cet écran-là. Donc si c'est la première fois que vous l'installez, vous n'allez bien entendu pas avoir préparé, mais à vous mettre les différentes possibilités. Là, vous l'exécutez sur la machine sur laquelle vous souhaitez lancer le binaire, installer le storage node, faites modifier l'installation existante, et vous allez vous retrouver, dans ce cas-là, vous avez ni le node de stockage, ni le service de catalogue d'installer, vous avez juste à les cocher, vous modifiez, il va les installer sur la machine, et après vous allez les retrouver ici, et quand vous êtes ici dans votre nœud de stockage, vos emplacements, vous allez avoir la possibilité d'ajouter un emplacement, d'ajouter le nœud de stockage. Vous mettez le nom ici de votre stockage. Vous lui définissez quel est le nœud de stockage qui va être utilisé. Si vous en avez qu'un, le problème ne se pose pas. Si vous en avez plusieurs, ça peut être un peu plus compliqué. Et là, on va lui indiquer ici que je veux créer un nouveau répertoire backup test. Et derrière, il va me proposer de gérer ma déduplication, mon encryption, donc toutes ces choses-là. Donc là, il est en train d'aller créer les éléments qui sont nécessaires. Vous voyez, donc je peux gérer ici ma déduplication. Je lui indique à quel endroit je veux aller stocker mon archive. Donc ici, je vais créer un autre Vault. Je peux ou non chiffrer. Hein, si je chiffre, je vais avoir tout mon Vault qui va être chiffré. Et il va me créer mon nouvel emplacement qui après va être disponible quand je veux exécuter une tâche de sauvegarde. Si je vais sur une machine, que je crée ma tâche de sauvegarde,
vais avoir la possibilité de visualiser directement mon plan de sauvegarde. Et ou sauvegarder. J'ai mon vol qui se trouve maintenant disponible et que je vais pouvoir utiliser. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Si vous voulez en installer plusieurs, vous allez pouvoir effectivement déployer le service StorageNode sur les différentes machines. Vous les verrez effectivement ici tous vos différents nœuds de stockage et vous pouvez même après répliquer des jobs en partant d'un nœud de stockage vers un autre en prenant l'agent en question et puis en définissant les éléments répliqués. Est-ce que c'est tout le vault, toute ou partie du vault qui va être fait. Donc tout cela se fait effectivement je dirais à ce niveau-là très facilement. Donc les fonctionnalités avancées dans la version Advance, c'est ce qu'on va trouver ici. On va le voir ensemble. Donc juste pour préciser qu'il y a deux types de licences, des licences je dirais perpétuelles et puis des licences souscription, donc qui vont être renouvelées annuellement avec des possibilités d'avoir des abonnements de 1 an, 2 ans ou 3 ans. 3 ans permettant d'être plus agressif en termes de pricing. Globalement, 3 ans correspond au prix de la licence perpétuelle auquel il faut rajouter le support, là où effectivement le support est inclus avec l'abonnement. Des versions d'évaluation tout compris, hein, vous pouvez télécharger le produit et lancer des tests. Il y a la seule chose qui n'est pas compris dans les versions d'évaluation, c'est la partie Universal Restore. Donc si vous avez des tests que vous voulez faire avec ces fonctionnalités-là, n'hésitez pas à nous demander des licences NFR temporaires qui vont permettre comme ça d'avoir accès à toutes ces fonctionnalités. Dans la version d'évaluation, vous avez également accès au Cloud Acronis, qui permet comme ça de tester. Et ce qui est important, c'est que si vous testez et que vous souhaitez après conserver le produit, vous avez juste à passer commande et à changer les clés et directement le produit va continuer à fonctionner. De la même manière, on va pouvoir basculer très facilement maintenant, comme c'est le même produit, de la version standard à la version Advanced. Donc les différences entre la licence d'abonnement et la version Acronis. Donc les différences entre la licence standard et la licence Advanced, vous allez avoir toute cette partie-là qui est liée à la version, effectivement standard. Donc vous avez une licence serveur, Workstation, VirtualHost, Windows Server Essential et Office 365. On a accès donc au backup, à Acronis Cloud Storage, on a accès effectivement à la console web et à l'Active Protection. Ce qu'on ne retrouve que dans la version Advanced avec la notarisation, avec la certification des données qui ont été sauvegardées, la gestion des rôles et des administrations, forcément, étant donné qu'on est sur des environnements plus réduits, il y a effectivement intérêt. La partie dashboard et reporting n'est pas disponible dans la version standard. La partie gestion des bandes n'est pas disponible non plus. La partie storage node, donc déduplication, n'est pas disponible. Et la partie off-host data processing, donc tout ce qui permet de la gestion des plans, n'est pas disponible. La version standard va plutôt être adaptée quand on veut effectivement gérer la sauvegarde de quelques machines. Dès qu'on a effectivement des volumétries un peu plus importantes, c'est vrai qu'on va avoir un confort d'administration avec la version standard. Donc les différentes versions Acronis Backup 12.5, donc c'est équivalent à ce qu'on connaissait en version Acronis Backup 12. Si on a par contre la version Acronis Backup 12.5 Advanced, on a davantage de changements. Vous avez effectivement ici toutes les licences 11.7 qui ont été regroupées. Donc tout ce qui était environnement physique, donc Windows Server, Linux Server, les add-ons applicatifs, tout est regroupé en une seule licence, simplement parce que cette licence inclut les applications. C'était déjà le cas dans la version VirtualHost, où on avait déjà les applications, mais les physiques avaient besoin de rajouter les add-ons. Aujourd'hui, tout est inclus dedans. Donc ça permet de simplifier. La partie Workstation, c'est la même que la partie PC, et la partie VirtualHost, c'est la même pour tous les hyperviseurs. La partie universelle qui était vendue en version 11.7, elle est équivalente à la VirtualHost, donc c'est pour ça qu'elle disparaît. Elle est toujours dans la price list pour les partenaires pour des questions
du renew. Mais effectivement, elle va disparaître progressivement parce que elle est plus chère que la VirtualHost et elle a les mêmes fonctionnalités que la VirtualHost. Et elle ne sera plus en promotion assez régulière comme c'était le cas par le passé. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous en avez posé un certain nombre là. Vous allez avoir mon email, laurent.rousseau@acronis.com dans le slide suivant. N'hésitez pas effectivement pour les partenaires à accéder au portail partenaire pour avoir plus d'informations. Pour les clients, accédez au site acronis.com. Il y a la possibilité de tester la solution Acronis Backup 12.5 Advanced. Si vous étiez déjà client 11.7 et que vous êtes sous maintenance, vous avez accès à vos licences 12.5 dans votre compte MyAcronis. Puis n'hésitez pas à suivre les prochaines webconférences. Il y a une petite webconférence plus courte que celle-là qui aura lieu jeudi en ce qui concerne effectivement la partie Active Protection Ransomware. De toute manière, on va vous envoyer cette présentation et il y aura dans les annexes des informations concernant l'Active Protection et comment ça fonctionne, et puis la partie également blockchain, comment tout cela fonctionne avec les différentes fonctionnalités. Donc, je vais juste vérifier s'il y avait des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, hein, laurent.rousseau@acronis.com. Je vais voir. Alors, j'ai une question concernant l'AD, c'est du cas particulier, parce que vous avez un souci pour la restauration AD. N'hésitez pas à m'envoyer un email, et puis on va regarder ça ensemble. Oui, la fonction AD. Alors attention, la fonction AD, c'est une restauration globale, c'est pas une restauration granulaire. La restauration granulaire va arriver avec le hotfix 1 également. Là, c'est plutôt une restauration globale pour pouvoir restaurer votre serveur AD sans qu'il vienne impacter les autres. Donc, ça permet effectivement d'éviter d'avoir à suivre la procédure Microsoft qui est un peu complexe. Mais envoyez-moi un petit mail et puis on pourra en discuter effectivement ensemble. Je vais juste voir sur l'autre onglet s'il y avait des questions. Y a-t-il des licences par capacity? Non, il n'y a pas de licence par capacity. On a voulu avoir le mode le plus simple possible. Après, on a le mode cloud, où là, on a effectivement de la licence par capacité. Là, l'objectif, c'est que vous avez juste besoin de connaître le nombre de machines. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez sauvegarder l'intégrité de machines. Donc, si vous avez 2 hyperviseurs, 3 machines physiques et 10 workstations, c'est le seul élément dont on a besoin. Pourquoi? Il n'y a pas besoin de savoir le nombre de CPU, il n'y a pas besoin de savoir les applications, il n'y a pas besoin de savoir tout ça. On a essayé de simplifier au maximum le licensing. N'hésitez pas si vous avez des questions, parce que j'ai un peu débordé l'heure qui m'était allouée, il y avait pas mal de questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas alors ou à interpeller l'équipe Acronis, que ce soit Nora ou Marine, sur la partie PAM, Samy sur la partie CAM, également l'équipe de Telesales avec Johanna, Charles et Sylvia. Également, vous pouvez appeler nos partenaires, donc Tech Data et D2B sur la partie on-premise, Ingram, Tech Data et Alzo sur la partie cloud. Ils seront à même de pouvoir vous renseigner. Si des questions plus techniques, ça me ferait un plaisir d'y répondre. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à tester la solution Acronis Backup 12.5. Il y a pas mal de choses intéressantes et puis il y en aura pas mal d'autres qui arrivent. Merci beaucoup, à bientôt.